Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous accueillons Edith Coron, connectée depuis la France et plus précisément de Paris. Edith Coron va nous présenter les défis et les opportunités de l'intelligence artificielle. Bonsoir Edith. Bonsoir Yotis, bonsoir à tous et à tous, synergiens et synergiennes, où que vous soyez. Alors Edith, nous recevons des messages du monde entier ce soir, mais avant de t'en lire quelques-uns, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Ah, très bien, ravi d'être là, ravi d'être avec vous, ravi que Synergie me donne à notre commission digitale, intelligence artificielle et coaching d'ICF France la possibilité de partager avec vous notre travail. Donc, grand plaisir d'être là, merci. Alors, nous avons Willem qui nous dit bonjour de Paris. Bonsoir de Bruxelles, nous dit Olga. Bonsoir tout le monde, nous dit Elsa. Lamia nous dit un grand bonjour de Tunisie. Ça continue à défiler. Bonjour du Québec, nous dit Nicole. Bonjour de Nice, nous dit Natacha. Ça continue Québec, Tunisie, Lyon, Tunisie encore. Donc voilà, Edith Coron, avec une maîtrise en littérature moderne, un diplôme d'études approfondies en littérature et psychanalyse et un programme de master en journalisme radio-tv. Edith, tu es coach de dirigeants de niveau PCC chez ICF et superviseur de coach. Ta pratique se nourrit d'une expérience professionnelle mondiale acquise en 35 ans sur 4 continents. De tes débuts en tant que correspondante de guerre en Amérique centrale à la Chine populaire où tu fus la première superviseure de coach diplômé. Tu places tes interventions à la croisée du business, du développement des personnes et des organisations pour contribuer à la définition et à la mise en œuvre d'un leadership global au XXIe siècle. Tu considères que les individus et les équipes sont des kaléidoscopes opérant dans une complexité grandissante et des changements permanents. Et tu les accompagnes dans le développement d'un leadership authentique qui génère des résultats. Tu as travaillé dans de nombreux secteurs: aéronautique, banque, consulting, biens de consommation, grande distribution, énergie, hospitalité, hydrocarbures, industrie automobile et pharmaceutique, informatique, médias, luxe et organisations internationales telles que l'Union européenne ou les Nations unies. Professeur invité dans plusieurs programmes de formation de dirigeants en Europe et en Asie, tu offres une palette unique d'expertise en développement des personnes du monde international des affaires et des cultures. Passionné de leadership global, tu as une connaissance de première main de la communication internationale. Tu es aussi conférencière et auteur. Ton dernier livre, Les nouveaux éclaireurs de la Chine, hybridité culturelle et mondialisation, a été publié en 2015 par les Belles Lettres Manitoba. Auparavant, tu avais déjà écrit un livre dont le titre est Le dernier exode, publié chez François Bourin, qui parlait de l'immigration des Juifs soviétiques en Israël. Et le mois prochain sort le livre The Coach and Book, dans lequel tu as contribué un chapitre sur le sujet dont tu vas nous parler ce soir. Tu coordonnes également depuis 2018 la commission intelligence artificielle et coaching de l'ICF France. Alors Edith, maintenant que l'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Peut-être des choses un peu plus personnelles. Je chante en particulier du chant baroque. Et puis, je suis une hédoniste. J'aime la cuisine du monde, grâce à mon histoire. Et puis, j'aime le vin. Je suis petite fille de vigneron et j'ai le privilège de posséder une toute petite vigne en Bourgogne. Et dans le chapitre gastronomique, vient de sortir aujourd'hui, sortir de chez l'imprimeur, un livre que nous avons commis avec mon mari quand il est sorti de l'hôpital, atteint par le Covid, et mes 2 fils qui étaient en rade à cause des
blocage dans les transports internationaux parce qu'ils vivent tous les deux à l'étranger. Donc, mes deux fils adultes, mon mari et moi, nous venons de faire à compte d'auteur pour nous et nos amis un livre qui s'appelle le livre des recettes des fortes corons en confinement, quelque chose comme ça. Mais il sort là tout juste aujourd'hui de chez l'imprimeur. Donc voilà, c'est peut-être des petites choses à partager avec vous qui sont un peu différentes de mon parcours professionnel. Merci beaucoup. Edith, tu dis que tu chantes. Moi, j'ai une question à me poser par rapport à ce que j'ai pu lire sur ton CV. Alors, en quelle langue chantes-tu? Parce que j'ai pu lire que tu parles le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois. En quelle langue tu chantes généralement? Alors, mon répertoire baroque, il est plutôt quand même en français, en italien, en anglais, mais dans les différentes chorales dans lesquelles j'ai chanté, on peut beaucoup en latin quand on fait un répertoire aussi religieux, musique sacrée, mais aussi de la musique sacrée russe. En Chine, j'ai chanté en chinois, j'ai chanté en japonais, en serbe. Enfin, vous savez, le chant est une langue universelle, donc on peut chanter dans toutes les langues du monde. Tu vas nous parler des défis et des opportunités de l'intelligence artificielle en coaching. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Parce que le sujet, il est au cœur du travail que nous faisons au sein de la commission digitale, intelligence artificielle et coaching d'ICF France, que moi j'ai le plaisir d'animer, et je sais que certains de mes collègues sont en ligne avec nous aujourd'hui, donc je les salue d'ailleurs au passage. Et comme je le disais en introduction, moi je suis très très reconnaissante à Synergie de nous donner cette opportunité de partager nos constats, notre état des lieux, nos interrogations, certaines de nos conclusions. C'est vraiment une plateforme fantastique et c'est aussi au cœur de notre mission. Nous, on agit on intervient au sein d'une organisation professionnelle, donc vraiment dans notre charte, dans notre mission, dans ce qu'on s'est donné comme mission, c'est vraiment partager avec nos collègues. Donc, on est au cœur de notre mission là. Merci Edith. Alors, je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse comme d'habitude et reste connecté avec toi vocalement. Merci Yotis et merci Nefissa qui est dans l'ombre qu'on ne voit pas mais que j'ai vu tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on va simplement, vous vous souvenez peut-être pour ceux d'entre vous qui ont vu ma petite vidéo qui annonçait ce webinaire sur les défis et opportunités de l'IA et du digital dans le coaching. Je l'avais faite il y a quelques mois. Je vous avais parlé d'un voyage dans le temps. Indéniablement, le temps s'est accéléré ces derniers temps. En tout cas, en ce qui concerne le coaching à distance, c'est-à-dire en utilisant des moyens de communication électronique. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on lance 2 sondages très rapidement. Yotis, si tu veux bien lancer le premier sondage. Voilà, donc le premier sondage. Avant la crise sanitaire, faisiez-vous du coaching à distance? 2 possibilités, oui ou non. Voilà, tout simplement. Je répète la question. Avant la crise sanitaire, faisiez-vous du coaching à distance, oui ou non? Et vous êtes déjà à 70 ou 70% à avoir voté en quelques secondes. Voilà, on va arrêter le sondage là. Vous êtes très rapide. On est déjà à 80%. Les résultats, oui à 67%, non à 33%. D'accord. Merci. On va passer au deuxième. OK, alors on y va directement. Donc, depuis la crise sanitaire, faites-vous du coaching à distance? 2 possibilités toujours, oui ou non. Donc, je répète la question. Depuis la crise sanitaire, faites-vous du coaching à distance? Oui ou non? Alors, ça va très très vite. On a déjà dépassé les 75 ou 75%. Et nous allons arrêter le sondage en même pas 20 secondes. Voilà. Les résultats à 90% ou 90% oui et 10% non. Oui, c'est intéressant. Hein. C'est la preuve par Z là. Hein. Que bah oui, le temps s'est accéléré pour nous tous. Avant l'épidémie de Covid, le coaching à distance, il avait des praticiens, 67% d'entre vous, mais il avait aussi, souvent à l'international d'ailleurs, et il avait aussi des détracteurs ou des gens qui avaient beaucoup de réticence. Aujourd'hui, le coaching à distance, c'est devenu une réalité pour 90% d'entre nous qui sommes là réunis ce soir. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines de nos croyances limitantes ont été balayées du coup.
Et plusieurs d'entre vous s'en sont fait l'écho dans les commentaires qui ont été postés sur YouTube. Et c'est intéressant. Donc, clairement, on se rend compte de l'avantage de l'ubiquité. On peut travailler n'importe où et nos clients, ils sont eux-mêmes dans des lieux plus ou moins éloignés. Et certains ont même souligné que le coaching à distance nous amène à poser des questions de fond sur la manière dont le coaching à distance impacte la relation de coaching et requiert une écoute différente. Alors, si je vous dis relation et écoute, tout de suite, vous vous dites, compétence ICF. Donc, on va pas faire un test sur quelle compétence c'est, mais on voit qu'on rentre tout de suite dans le cœur de notre métier avec les outils que nous utilisons. Que cette transformation qui s'est mise en place là, parce que nécessité fait loi, elle nous amène à nous questionner, à être plus attentifs à notre écoute et comment on construit la relation avec nos clients. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus, c'est pas le propos, mais c'est déjà un indicateur qui est intéressant. Je vous ai mis un lien, vous le verrez dans les références en fin du PowerPoint. J'ai fait une petite liste de références. Le 28 août est sorti dans Le Monde un article plutôt bien fait d'ailleurs sur l'impact du Covid sur la psychanalyse et justement sur l'utilisation de coaching par téléphone ou par visioconférence, de coaching, de sessions par visioconférence ou par téléphone de la part des psychanalystes qui avaient encore plus, je dirais que les coachs, des réticences profondes par rapport à ce genre d'outils. Donc, je vous renvoie à cet article, je ne vais pas le commenter plus, mais c'est intéressant pour nous parce qu'il y a des parallèles indéniables. Alors, le coaching à distance, ce sont des outils de communication, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Bon, j'anime la commission digitale et intelligence artificielle au sein d'ICS France, et nous, on s'intéresse à ces sujets activement depuis 2018. Et mon objectif, c'est vraiment de partager lors de ce webinaire notre état des lieux, nos constats, nos interrogations, nos recommandations, quand on en a. Et surtout, je vais essayer de répondre à vos nombreuses questions et commentaires particulièrement pertinents qui ont accompagné le lancement de ce webinaire, ceux que vous avez postés déjà. Et puis, je n'ai pas de doute qu'il y en a d'autres qui vont émerger aujourd'hui et je serai ravie d'essayer d'y répondre de mon mieux. Dans le travail que nous faisons, il m'apparaît en tout cas à moi que se plonger dans cet univers-là, explorer l'impact des technologies numériques, celles qu'elles ont déjà, les technologies numériques, et essayer de comprendre ce que les intelligences artificielles peuvent faire dans notre monde, dans le monde du coaching, c'est comme entrer dans un palais des glaces avec un labyrinthe de miroirs. Le miroir, c'est le seuil entre la réalité et la fantaisie dans Alice et le Pays des Merveilles. Il est souvent trouble, ce seuil, pour la plupart des gens, quand il s'agit d'IA, d'intelligence artificielle et des technologies numériques. Et il est encore bien plus flou pour beaucoup dans le contexte du coaching. Ma proposition, c'est qu'on va essayer de s'y orienter. S'embarquer dans ce voyage d'exploration vers le coach augmenté que la technologie promet, c'est naviguer en effet entre réalité et fiction. Et c'est avant tout réconcilier les vents de la modernité digitale, technologique, avec l'ancrage humaniste de notre profession. Et ça, je veux le poser parce que pour moi, c'est important. Et j'ai vu des commentaires de certains d'entre vous qui reprenaient justement cette dimension de l'humanisme de notre métier. Et je pense que c'est cette tension entre les outils et la nature profonde de notre profession qui est en jeu quand on s'intéresse à ces technologies. Donc, je vais vous proposer un cadrage peut-être un peu technique. Vous inquiétez pas, je suis pas informaticienne, donc ça sera une vulgarisation très simple de ma part. Donc, je vais vous renvoyer à une définition intéressante, un cadrage intéressant offert par Monsieur Berry, Gérard Berry, qui est informaticien, qui est professeur au Collège de France et qui a créé la chaire Algorithmes, Machines et Langage depuis 2012 d'ailleurs. Et c'était la première chaire en informatique au Collège de France pour les non-francophones, les non-français, pardon. Le Collège de France, c'est une institution passionnante. Et vous verrez tout ceci, pareil, tout est référencé en bas du PowerPoint.
L'informatique s'incarne dans des machines. L'homme s'est d'abord fabriqué des outils, c'est-à-dire des objets simples à utiliser. Puis, il a fabriqué des machines, c'est-à-dire des outils qui utilisent une force autre que la sienne et qui peuvent exécuter de manière autonome certaines opérations, même complexes et programmées, comme pour le métier à tisser de jacquard. Mais la machine mécanique ne sait pas se modifier elle-même. Au contraire, l'ordinateur, qui est une machine à information, sait modifier son propre programme et devient ainsi une machine véritablement universelle. Et Turing a montré que toutes les machines universelles connues sont équivalentes. Elles permettent toutes de maîtriser l'intelligence mécanique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'informatique s'incarne dans des machines. L'homme s'est d'abord fabriqué des outils, c'est-à-dire des objets simples à utiliser. Écoutez, parce que c'est intéressant, toute la notion d'outil. Hein. Puis il a fabriqué des machines, c'est-à-dire des outils qui utilisent une force autre que la sienne, qui peuvent exécuter de manière autonome certaines opérations, même complexes et programmées, comme pour le métier à tisser de jacquard. Mais la machine mécanique ne sait pas se modifier elle-même. Au contraire, l'ordinateur, qui est une machine à information, rappelez-vous de ça, c'est des notions importantes, sait modifier son propre programme et devient ainsi une machine véritablement universelle. Et Turing, on en reparlera plus tard, a montré que toutes les machines universelles connues sont équivalentes. Elles permettent toutes de maîtriser l'intelligence mécanique. Alors, c'est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que Berry parle d'intelligence mécanique. Et on va donc s'arrêter un instant sur la mécanisation qui existe déjà de certaines tâches du coaching et une mécanisation que des dizaines de fournisseurs offrent déjà aux coachs et certains d'entre vous en utilisent certainement déjà certains. On a les outils numériques d'administration, les prises de rendez-vous, les enregistrements des heures de coaching, l'envoi des rappels aux clients, la comptabilité, les contrats, voire même du branding, du marketing, des choses comme ça. On a des outils de prise de conscience, de self-awareness, les tests psychométriques, d'auto-évaluation, que ce soit les MBTI, les Hogan, les ProcessCom, etc., ou les profils de feedback 360. Ils sont tous en ligne. Et un coach qualifié peut jouer un rôle complémentaire en général en débriefant les tests et en assurant un suivi potentiellement avec des séances de coaching supplémentaires. On a des boîtes à outils numériques, une boîte à outils numérique qui s'étoffe de jour en jour avec par exemple des cartes métaphoriques associatives, des questionnaires, des modèles de coaching, des brainstorming digitaux. Alors, à dessein, je ne donne pas de nom de plateforme particulière, d'outils particuliers, etc., parce que j'ai pas envie de favoriser une entreprise plutôt qu'une autre, mais on sait qu'il y en a beaucoup. Et vous en recevez probablement plein votre boîte mail avec des offres tous les jours. On a par ailleurs des questionnaires de feedback pour mesurer la satisfaction des clients, l'efficacité du coaching, le retour sur investissement, etc., etc. Bon. Et des plateformes de sourcing. Pour l'instant, on est sur des choses qui sont des choses mécaniques. Alors, c'est des catalogues numériques, les plateformes de sourcing qui proposent des coachs à des clients, qui peuvent être soit en B2B, c'est-à-dire en sous-traitance, ou en B2C, des coachs en contact direct avec les clients. C'est en gros ce que fait la plateforme ICF, trouver un coach. Et les clients peuvent choisir parmi une liste de critères qui sont explicites et prédéterminés. Qualification, si vous avez ACC, PCC, MCC, votre spécialité, votre genre, votre âge, vos compétences professionnelles, lieu, langue, enfin, etc. C'est le client qui choisit. Donc là, je voudrais simplement vous poser une petite question, un autre sondage, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes répertorié en tant que coach sur une plateforme digitale de sourcing? Celle d'ICF peut-être, une autre organisation professionnelle de coaching ou une plateforme d'une compagnie privée de coaching. Je lance le troisième sondage. Êtes-vous répertorié en tant que coach sur une plateforme digitale de sourcing? 3 possibilités. ICF, autre organisation professionnelle de coaching. Et 3e possibilité, plateforme d'une compagnie de coaching. Ça vous demande un peu plus de réflexion que les premiers sondages. Alors, je laisse encore quelques secondes
Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent, par exemple, on a Sylviane qui demande quid quand on fait partie des trois. Voilà. Ok, super, c'est probablement le cas. Mais c'est pour avoir une petite température, si vous voulez. Voilà. Voilà. Alors, nous avons pas mal de personnes qui ont voté. Je ferme le sondage et voici les résultats. Avec 68%, c'est bien évidemment ICF. Deuxième position, autre organisation professionnelle de coaching avec 18%. Et ensuite, 14%, la plateforme d'une compagnie de coaching. Bon, mais c'est vrai que si on avait pu avoir un choix multiple, ça aurait été probablement plus représentatif. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est quand même, on est là, je suis pas très douée en calcul mental, mais que c'est quelque chose qu'on utilise, qui fait partie de notre univers. Hein. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire, tout ce que j'ai énuméré là jusqu'à présent, ce sont des adaptations numériques de ressources que les coachs, nous utilisons depuis longtemps dans leur forme originale et non technologique. Hein. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que le MBTI étape 1, eh ben, c'était un test écrit à la main où on utilisait du papier carbone pour les résultats. Hein, c'est ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. mais là, on n'a pas réinventé la roue pour ce genre de choses. On est sur des choses qui étaient préexistantes, qui sont simplement en version digitale. Alors, on va aller un petit peu plus loin on va aller un peu plus loin dans notre palais des glaces. Et je vais vous proposer un cadrage lexical. Ne vous affolez pas. Simplement pour bien s'assurer qu'on parle bien le même langage. Vous parlez tout à l'heure de flou dans l'introduction, de confusion, etc. Donc, si on se met d'accord sur des définitions, on va aller un petit peu plus loin ensemble. Donc, les technologies numériques, c'est un terme général qui désigne des produits, des solutions informatiques qui, par le biais de programmes, combinent des algorithmes simples avec des quantités limitées de données. C'est en gros ce qu'on vient d'identifier. Alors, un algorithme, c'est une suite d'instructions mathématiques qui sont programmées par un humain et qui doivent être suivies dans des calculs ou d'autres opérations de résolution de problèmes. Alors, les algorithmes sont bien antérieurs aux ordinateurs. On peut les faire remonter à Euclide, à 300 avant Jésus-Christ. Mais c'est le codage numérique et les microprocesseurs qui ont donné naissance aux algorithmes numériques qui sont omniprésents dans nos vies, dans les achats en ligne, dans les réseaux sociaux, les GPS, les plateformes de recrutement, les admissions à l'université et désormais dans le coaching aussi. Et on va aller un petit peu plus loin dans notre exploration. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on a de l'algorithme et du coaching? Alors, on a du matching. Le matching, alors bon, c'est pas un joli mot, mise en relation, si vous voulez, mais enfin, le terme consacré, c'est matching. C'est comme le matching de couple, enfin, des choses comme ça. Mais là, ça cherche à aller plus loin que les plateformes de sourcing quand il s'agit de coaching. C'est pour mettre en contact des coachs et des clients en utilisant des questionnaires qui permettent de recueillir des informations objectives pour créer des catégories de profilage, comme dans les plateformes de sourcing, et des informations subjectives qui sont basées sur des valeurs, la communication, les styles et les préférences, les profils de personnalité, par des réponses autodéclarées ou par des questionnaires, entre autres. Et les réponses, le mécanisme, c'est que les réponses, elles sont corrélées par les algorithmes sur la base de similitudes entre les coachs et le coaché, en partant du principe que ces similitudes vont créer une affinité, la bonne adéquation, pardon. Alors, c'est quelque chose qui peut se discuter d'ailleurs, c'est que le principe de similarité est celui qui doit s'appliquer. Alors, on a par ailleurs des nombreuses plateformes de coaching numérique qui intègrent du sourcing, parfois du matching. Certaines offrent du coaching, disons, classique, des contrats de coaching classique. D'autres offrent du coaching à la demande, du coaching H24. Alors, c'est clairement un concept à double tranchant. Alors, d'un côté, c'est clair que on rentre dans cette ubiquité et l'intemporalité du coaching, qui est donc accessible au plus grand nombre de personnes et qui peut opérer sur un temps court. Mais de l'autre, il peut remettre en question le principe même de l'appropriation par le client du coaching lui-même. Les risques que le coach soit une béquille et que la séance de coaching soit un cautère sont réels. Le coaching comme produit de consommation est une tendance croissante avec des implications pour les coachs, en particulier financières.
certains parlent déjà d'ailleurs d'ubérisation du coaching. On y reviendra si vous voulez. On a enfin des plateformes d'e-learning qui sont des outils en ligne et qui mélangent outils en ligne, services de coaching qui peuvent être intégrés à ces plateformes d'apprentissage en ligne de e-learning qui souvent proposent des bibliothèques de ressources numériques, des vidéos, des conférences, des TEDx, des articles, des blogs, avec ou sans module d'enseignement et le coaching vient en complément. Je vais vous proposer un autre petit sondage qui est celui-ci. Intervenez-vous en tant que coach en complément d'une offre de e-learning, oui ou non? Donc, le 4e sondage est lancé. Intervenez-vous en tant que coach en complément d'une offre d'e-learning? 2 possibilités, oui ou non. À vous de choisir. Ça va très très vite. On est presque à 70% et je vais bientôt arrêter le sondage. Voilà, c'est fait. Voici les résultats. À 80% non, 20% oui. Ok, intéressant, hein? Ok, super, merci. Alors, les plateformes de données numériques et d'e-learning travaillent sur les données qu'elles collectent comme les fournisseurs d'outils digitaux. Hein. Je voudrais bien qu'on fasse un nouveau cadrage, mais cette fois sémantique et sur 2 mots. Les données, la data, comme on dit, c'est des informations collectées pour être examinées, prises en compte, utilisées pour aider à une prise de décision, soit des informations sur une forme électronique qui sont utilisées, stockées par un ordinateur. Le terme big data, ça désigne des ensembles de données extrêmement volumineux qui peuvent être analysés informatiquement pour identifier, et c'est là où ça nous intéresse aussi, en tant que coach, des modèles, des tendances, des associations, en particulier ceux liés au comportement et aux interactions humains. Bon, on sait qu'on est passé en permanence au crible d'analyse des big data pour nos habitudes de consommation, par exemple. Hein. Alors, là, bien évidemment, ça nous amène à l'intelligence artificielle, qui intègre dans des programmes informatiques des algorithmes complexes maintenant qui sont appliqués à de vastes quantités d'informations. Ça, c'est la définition de base de l'IA. Et les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent apprendre d'eux-mêmes. Il s'agit du machine learning ou du deep learning. On ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est des choses dont vous avez entendu parler. Hein. Dernier petit cadrage, si on va un peu plus loin, les spécialistes, et nous en avons quelques-uns dans notre commission, font une différence entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, en français c'est ANI, Artificial Narrow Intelligence, en anglais, qui imite l'intelligence ou le comportement humain dans une gamme étroite de paramètres et de contextes. Jusqu'à présent, toutes les IA existantes, elles sont faibles. Même AlphaGo, vous vous en souvenez peut-être, c'est qui avait battu le plus grand joueur de Go de la planète en 2015, et même des IA qui détectent mieux le cancer, semble-t-il dans certains cas, que des médecins. Elles sont performantes dans le domaine dans lequel elles ont été programmées. Alors ensuite, on parle d'intelligence artificielle générale, AGI, qui imite l'intelligence ou le comportement humain pour être indissociable de celle d'un être humain et capable d'assumer toute tâche intellectuelle. On n'en est pas là. Et enfin, la super intelligence artificielle, ASI, qui imite l'intelligence ou le comportement humain et les surpasse. Les SI a longtemps inspiré la science-fiction. Hein. Il y a beaucoup de spéculations sur le moment où ça va arriver, quand ça arrivera. Et ce moment est connu sous le nom de point de singularité. Alors, on ne va pas faire de la science-fiction, on va revenir au plancher des vaches. On va voir là où on en est. Alors, je voulais vous proposer cette vidéo de Gérard Berry à nouveau. Mais... Il faut comprendre la différence entre penser et calculer. Penser, c'est la noblesse de l'esprit, et ça reste difficilement explicable. Calculer est bien plus simple et systématique, et pour tout dire mécanisable. Il s'agit de résoudre un problème précis en suivant un mode d'emploi précis en vue d'une application donnée, par exemple trier une liste d'objets, multiplier de nombres ou améliorer une photo. L'algorithmique est la science de l'organisation des opérations à effectuer. Elle travaille sur des opérations abstraites, comme l'addition de 2 nombres. Pour passer aux opérations concrètes, il faut écrire tout cela de façon bien plus précise, sous la forme d'un programme écrit dans un langage de programmation. Retiens bien que le but final de l'informatique est d'évacuer la pensée du calcul afin de le rendre exécutable par un ordinateur,
qui lui est une machine fabuleusement rapide et exacte, mais fabuleusement stupide et complètement dénuée de pensée. Bon, on va l'observer dans le coaching de plus près, ces machines que Gérard Berry qualifie de stupides. D'ailleurs, il y a pas mal de gens dans le monde de l'IA qui préfèrent parler d'intelligence machine plutôt que d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est un peu de là que vient la confusion, hein, dont on est victime tous. Alors, on pourrait dire que l'ancêtre du coach numérique, c'était Elisa. En fait, c'est le tout premier chatbox qui a été conçu en 1966 par Joseph Weizenbaum, qui était professeur au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Et ce programme, basé sur des textes, a identifié un nombre relativement restreint de mots-clés et simulé la conversation qu'un thérapeute pourrait avoir avec un patient. Ça s'est réalisé donc à Stanford en 1966. Et ces échanges pourraient sembler familiers à certains d'entre nous. En voici un. L'échange, alors la jeune femme, c'est la patiente, et Elisa, c'est le chatbot. Pensez-vous, la jeune femme, c'est vrai, je suis malheureuse. Elisa, pensez-vous que venir ici vous aidera à ne pas être malheureuse? Elisa, qu'est-ce que ça signifierait pour vous si vous receviez de l'aide? La jeune femme, peut-être que je pourrais apprendre à m'entendre avec ma mère. Elisa, parlez-moi de votre famille. Vous avez toutes les références, hein, en bas. Donc, c'est au cœur du coaching maintenant, dans la relation de coaching et la conversation entre le coach et le coaché, qu'on peut voir émerger les intelligences artificielles telles qu'elles se développent et où elles pourront jouer un rôle encore plus important. On a chatbot, dont l'ancêtre, on vient de voir l'ancêtre. C'est des échanges de questions-réponses entre un être humain et un programme qui utilise des formes de diagrammes arborescents basés sur des scénarios préétablis. Et ces IA peuvent comprendre un discours ou un texte grâce au NLP, le Natural Language Processing, c'est un traitement du langage naturel. On a, de manière intéressante, qui émerge de plus en plus, la reconnaissance des émotions vocales et faciales. Et c'est indicateur d'ailleurs que les grands acteurs de l'IA comme Google ou Facebook travaillent sur ces reconnaissances d'émotions vocales et faciales par apprentissage profond avec des réseaux de neurones. On a des traceurs physiques, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la sueur, etc., qui sont déjà utilisés dans des applications de coaching sportif. Apparaît la réalité virtuelle, avec des casques de réalité virtuelle, des visières, qui permettent des entraînements avec des mises en situation pour la prise de parole en public, la gestion de conflits, des développements de leadership, etc. On commence à voir apparaître des analyses asynchrones de données. On parle de coaching, avec des applications d'apprentissage machine à des séances de coaching qui sont enregistrées avec Net Promoter Scoring, qui est un outil marketing, et la NLP, le traitement du langage naturel, et qui analyse des tas de critères, les silences, le langage corporel, les schémas linguistiques, les mots répétés, les schémas narratifs, les hypothèses imitatives, les schémas conversationnels, les flux, les pistes, etc. Et certains parlent de l'analyse synchrone, c'est-à-dire en temps réel, dans la conversation entre coach et coaché, de l'analyse des données qui apparaissent. Alors, l'analyse synchrone, j'espère qu'il y a plein de commentaires, mais je prends le temps de vous expliquer, de cadrer tout ça précisément, parce que là, on rentre dans le vif de notre sujet. C'est que l'introduction d'analyse synchrone en temps réel, en différé, c'est légèrement différent, on en reparlera tout à l'heure, on a synchrone. Mais en temps réel, David Clutterbuck, qui est une grande figure du coaching dans le monde anglophone, en Grande-Bretagne en particulier, qui a écrit beaucoup de choses, et a écrit déjà en 2018, il évoque la nécessité de définir un partenariat triangulaire entre le coach, le coaché et l'IA, qui clairement met potentiellement une mine d'informations à notre disposition, puis quand l'IA pourrait être un observateur d'une session, une source d'informations complémentaire, une caisse de résonance, un miroir, on revient à notre palais des glaces, en bref, une ressource tiers. Mais cette ressource, elle doit être rendue accessible en toute transparence au client, car elle aura également un impact considérable sur la relation coach-client. Donc, une nouvelle alliance doit être mise en place dans laquelle le coach et le client définissent conjointement le rôle qu'ils veulent assigner aux outils et sans lesquels leur confiance mutuelle pourrait être menacée, particulièrement par une confiance excessive dans l'IA. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Clutterbuck. On s'approche d'un nouveau seuil
quand on entre dans l'analyse du monde des émotions, qui plus est en direct. Les outils alimentés par l'IA pourraient justement franchir ce seuil qui sépare l'intelligence machine de ce qui était jusqu'à présent la prérogative de l'intelligence humaine. De plus, et parce qu'elles sont conçues par des humains, les IA ont souffert depuis leur création d'une forte dose d'anthropomorphisme. C'est presque la marque de naissance des IA. J'imagine que tout de suite vient en tête HAL dans 2001, Odyssée de l'espace. Mais lorsque le pionnier de l'informatique, Alan Turing, dont Gérard Berry a parlé tout à l'heure, a conçu son fameux test, le test de Turing, la machine, c'était en 1950, la machine réussissait si elle parvenait à tromper le juge en lui faisant croire qu'elle était un humain. En ce qui concerne son propre test, le professeur Weizenbaum, l'inventeur d'ELISA, il aurait été tellement agacé que les gens aient confondu le premier chatbot ELISA avec un vrai psychiatre qu'il a abandonné toutes ses recherches sur l'IA, mais l'effet ELISA est resté dans notre vocabulaire. Donc, en pénétrant au cœur du coaching et en cherchant à décrypter les émotions humaines, les IA sont considérées par leurs détracteurs comme franchissant un point de non-retour, qui menace en fin de compte l'humanité même du coaching, avec le risque que le coaching devienne une marchandise comme les autres. Leurs partisans. Edith, on a pas mal de réactions et les émotions dans tout ça de la part de Dominique. Ouais. Lara qui nous dit « Waouh, AI et coaching partenaire ou adversaire ». Une question également, voulez-vous réexpliquer le mot anthropomorphisme de Laurier? L'anthropomorphisme, c'est le fait que ça représente, ça ressemble à un homme. Quand on fait des robots, on leur donne une figure humaine. J'ai fait un dessin, j'ai choisi quelqu'un qui a c'est un robot là, mais qui a une tête humaine. On le met à notre propre image, à notre image d'homme. On a énormément de réactions, alors on ne peut pas toutes les prendre, bien sûr. Comment envisage-t-on la gestion des émotions par une machine, nous demande Florence. Très bien. Je vais simplement reprendre le fil et conclure sur cette partie-là, parce que vous allez voir, je pense que ça répond en partie à vos questions. Donc, les gens qui voient ça, il y en a qui sont tout à fait partisans, en disant, en fait, c'est une opportunité qu'on devrait utiliser, parce que ça ne fait que refléter ce qu'est le coaching. C'est encore un aspect miroir. Et vous verrez à la fin, je vais parler de mise en abîme parce qu'il y a vraiment de ça aussi, avec tous nos défauts et nos qualités dans notre profession. Je vais introduire un concept, je pense, qui permet de répondre en partie aux questions que vous posez, qui est, en fait, les IA dans le coaching, comme dans tout ce dans quoi les IA pénètrent, c'est le Janus de notre époque. C'est pas moi qui le dis, c'est Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien, qui disait que c'était le meilleur ou la pire chose qui soit jamais arrivée à l'humanité. Alors, cette proposition binaire, elle appelle notre profession à développer notre compréhension des IA, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais moi, je pense très profondément qu'elle nous encourage à influencer ces développements et ces applications de manière à renforcer les principes éthiques et la raison d'être du coaching. Parce que finalement, ce sont des humains qui développent ces outils. Tout ceci, ce ne sont que des outils pour l'instant. On ne rentre pas dans la science-fiction. On parle de ces outils. Donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et j'aurai quelques suggestions à vous faire. S'éduquer en IA, et le partenariat, c'est intéressant. La question que vous posiez tout à l'heure, c'était ICF, je vous rappelle, on définit le coaching comme une alliance entre le coach, ses clients, dans un processus qui suscite chez eux réflexion, créativité, afin de maximiser leur potentiel professionnel et professionnel. C'est sur notre site. Comment le nouveau partenariat triangulaire qui est avec les IA ou avec ces autres outils d'ailleurs, parce que je pense qu'on peut élargir la question, pourrait servir au mieux cette définition? Et si on parle particulièrement des IA, comment, bien que ça semble paradoxal, comment les cobots, les robots collaboratifs, pourraient renforcer réellement la contribution humaine que le coaching apporte au monde en s'appuyant sur ce que seuls nous, les humains, avons la capacité de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire non seulement identifier les émotions, mais se connecter avec elles, utiliser notre intuition, nourrir une relation et mêler de manière holistique pensée, perception, expérience. C'est ce qu'on appelle à ICF l'art de la relation. Les machines peuvent les identifier, elles ne vont pas se connecter. Rappelez-vous, les machines, elles ne pensent pas. Donc, les applications numériques et les IA sont dans un avenir prévisible des outils que nous, humains, définissons et concevons. Et dans le coaching, nous devons choisir la manière dont ils sont utilisés
et ça c'est un peu mon acte de foi personnel, mon engagement, avec une intentionnalité transparente et explicite et une responsabilité éthique mature. Nous pouvons appliquer au coaching 4.0, au coaching 5.0, le même soin attentif et les mêmes normes professionnelles que nous apportons à une conversation de coaching où nous définissons l'intention et les objectifs. Moi, je vous suggère qu'on soit coach par rapport à tout ça, qu'on réfléchisse à nos intentions et à nos objectifs. Et ça commence donc par la profession elle-même. Qu'est-ce qu'on veut que le coaching devienne? Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit? Et puis dans quel but? De nos racines humanistes au rôle qu'il joue dans la culture de la performance qui prévaut, le coaching est devenu un kaléidoscope qui en déconcerte plus sain. Les transformations que connaît le coaching aujourd'hui, ça pourrait être une bonne occasion, une occasion supplémentaire d'assainir et de renforcer notre profession. Par exemple, les outils utilisés que j'ai évoqués pourraient être utilisés pour définir et mettre en œuvre des normes de notre profession qui n'est pas encore très réglementée, avec peut-être une meilleure collaboration avec les différentes organisations professionnelles sur les critères d'accréditation, peut-être. Alors, est-ce qu'il faut les mécaniser? Est-ce qu'il faut les systématiser? Je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est une question ouverte. On a des enregistrements asynchrones, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. On s'enregistre déjà pour nos accréditations. Si on a toute cette richesse de données, ça peut permettre un suivi plus précis de notre développement professionnel, qui peut nous donner la capacité d'examiner nos séances de coaching. On peut s'auto-superviser presque et obtenir des infos supplémentaires. Par ailleurs, dans ce flou artistique qui domine souvent, qui est la perception qu'on a le grand public, mais que nous savons existe, est un vrai problème entre le coaching, le consulting, toute cette espèce de mélange savant, on peut avoir des outils peut-être qui nous donnent une radiographie un peu plus précise des choses. Il est vrai que beaucoup de plateformes en ligne aujourd'hui qui offrent des solutions mixtes n'aident pas à clarifier non plus cette confusion. Donc, je pense que les organisations professionnelles, ICF en particulier, a un rôle important à jouer. On parle de démocratisation du coaching comme l'argument en faveur du digital, de l'introduction d'outils. Oui, mais il faut qu'on soit prudent aussi sur les données que nous allons générer. On sait qu'à titre privé, nous générons des données à tour de bras qui sont exploitées par des grandes entreprises. Mais en coaching, la donnée, c'est quelque chose de très important. Et si vous permettez, ça, je voudrais vous en parler rapidement, parce qu'on va en générer à partir du moment, déjà, ceux d'entre nous qui travaillons sur des plateformes, sur du e-learning, avec des outils psychométriques, etc., on génère de la donnée, nos clients génèrent de la donnée. Dans ce coaching augmenté avec la technologie, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est quoi ces bases de données? Quelles bases de données vont pouvoir être construites? Qui a accès? Dans quel but? Comment on pourrait les modéliser? Parce qu'on parle de les modéliser. Quel type de règles éthiques devraient les régir et qui fixe ces limites? Autant de questions qui nous renvoient à chacun à tout. On sait que le coaching et toutes ces technologies sont restées éloignées l'un de l'autre pendant très longtemps. Il y a eu de la suspicion mutuelle, il y a de l'ignorance réciproque. Et puis c'est vrai que ça a été nourri par la cacophonie qui règne autour de l'IA et puis la conviction que la complexité humaine, le domaine des coachs, il ne peut pas être laissé aux algorithmes, je pense, on est tous d'accord. Mais il faut souligner qu'il y a certaines startups qui font déjà le lien, et dans le monde francophone, pas seulement dans le monde anglophone. Certains coachs de renom font partie des comités scientifiques de certaines startups qui intègrent technologie numérique, des IA et du coaching. Certains de ces start-upers sont eux-mêmes coachs, d'ailleurs, et certifiés d'organisations professionnelles reconnues. Ils travaillent avec des développeurs, ils testent, ils mettent en œuvre des prototypes avec les outils d'analyse de langage naturel, par exemple. Il y a le processus de matching, enfin tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Certaines de ces startups sont très soucieuses de fixer des limites éthiques, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des données, mais j'ai déjà observé que des plateformes de coaching en ligne, dans leur argumentaire de vente, elles se targuent de pouvoir offrir aux professionnels des RH des données dont ils ont besoin pour, je cite, surveiller la motivation, les performances et le bien-être des employés en fournissant
en retour à l'entreprise cliente ce qu'on appelle des données riches qui peuvent être ventilées en fonction de critères tels que le sexe, l'âge, etc. La question, évidemment, c'est où commence l'anonymat, où se termine la confidentialité promise. Alors, bien évidemment, il y a des contraintes sur les règles, la réglementation. On a les RGPD en Europe, mais les règles ne sont pas pareilles dans le monde entier. Donc, moi, mon encouragement, et c'est un peu presque mon mot de conclusion, je pense qu'on a un devoir de s'éduquer en digital et en IA pour mieux connaître, et on a le devoir de mieux connaître notre environnement, notre écosystème, pour pouvoir influencer les développements qui sont en train de se faire, qui existent déjà et qui sont en train de se faire. Alors, je pense qu'à cet égard, j'ai parlé des organisations professionnelles, je pense que les écoles de formation de coach ont un rôle important à jouer. Les nouveaux coachs, les jeunes, les nouveaux qui arrivent dans notre profession, ils ont probablement une maîtrise du numérique et une appétence qui peuvent les mettre en bonne position pour contribuer à ce coaching du futur dans un cadrage éthique et professionnel. Je pense qu'on a aussi besoin de coachs expérimentés qui seront moins dépendants du marché, moins susceptibles d'être attirés par le côté tendance des outils pour qu'ils contribuent le recul de leur maturité. Et je pense que c'est aussi un devoir par rapport à nos clients qui sont eux-mêmes impactés par les IA. On a besoin de mieux comprendre pour pouvoir mieux les servir. L'inquiétude par rapport aux pertes d'emplois liées à l'IA, les risques que leurs compétences deviennent obsolètes, la nécessité d'apprendre à travailler avec des cobots, les robots collaboratifs, c'est autant de questions qui peuvent surgir dans des séances de coaching. Bon, par ailleurs, on a notre développement professionnel à cœur, ça nous engagements quand on est coach professionnel, et au-delà du fait que nos organismes d'accréditation l'exigent, mais en élargissant nos compétences, et en particulier celles-ci, notre compréhension en tout cas, je pense que nous renforçons notre crédibilité, et ça pourrait être une corde supplémentaire à notre art. Et enfin, je pense à nouveau profondément que ceci nous donne le choix. Nous sommes décideurs et ça nous permet de mettre les outils à leur place d'outils pour mieux faire ce que nous faisons le mieux à notre meilleur niveau, c'est coacher, pour permettre d'utiliser notre meilleur outil de coaching, c'est nous-mêmes. Donc, développer et nourrir une approche réflexive qui soutient des choix informés et intentionnels par rapport à ces fameux outils. Et enfin, c'est presque une boutade, mais je vous le dis parce que ça m'a été suggéré par des gens qui travaillent dans cet univers, c'est que les coachs, ils pourraient être des formateurs d'IA. Les machines, elles sont alimentées, elles annotent et on annote des dizaines de milliers de points de données pour les IA. Et les formateurs en IA, qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient, ils valident, ils annotent les points de données. Et donc, certains suggèrent que les coachs, forts de leurs compétences, deviennent des formateurs d'IA, en particulier pour éviter les biais. Donc, voilà, je vous l'offre comme ça. Et je voudrais vous dire qu'en fait, notre univers, le coaching, il est entre microcosme et mise en abîme. On est un microcosme du tableau général. Il n'y a pas de raison qu'on échappe à la règle, qu'on soit une île, une bulle dans ce vaste univers. Et les questions qui ont été soulevées au sujet des données, de l'introduction de l'IA dans le coaching, ça fait écho aux questions qui entourent l'IA en général. Et dans ce débat, on en appelle en France en particulier aux philosophes, car le terme d'intelligence artificielle soulève des questions éminemment philosophiques, comme l'a souligné Gérard Berry, parce qu'un comportement intelligent implique-t-il ou exige-t-il l'existence d'un esprit pensant? Et dans quelle mesure la conscience est-elle reproductible sous forme de calcul? Les IA agissent de manière intelligente, cela les rend-elles intelligentes? Les intelligences artificielles faibles, les seules qui existent aujourd'hui, sont des systèmes informatiques qui présentent un comportement intelligent. On n'est pas dans le monde des IC, il faudrait qu'elles aient conscience d'elles-mêmes. Mais tout ceci n'en demeure pas moins des questions vertigineuses et des philosophes, des personnalités du monde scientifique et des affaires appellent à une éthique de l'action sur le développement des IA. En particulier, je fais référence, et je vous donne la référence, à l'Institut d'intelligence artificielle à Grenoble, dont fait partie un des membres de notre commission, qui a collaboré à un article avec Thierry Ménissier, qui est un philosophe qui dirige la chaire d'éthique, la commission d'éthique de cet institut. C'est un des 4 instituts en France sur l'éthique et l'IA, sur l'IA. Je vous envoie en référence à leur article parce que ça pose justement cette question du coaching et de l'éthique. Mais nous sommes parfaitement positionnés, nous les coachs, pour nous engager en faveur d'une éthique de l'action. C'est la pierre angulaire de notre métier et nous sommes en prise directe avec les changements, que ce soit à un niveau individuel, collectif, en tant que collectif dans notre organisation professionnelle et à travers nos clients.
et aussi simplement en tant que membre de la société du vaste monde. Hein. Je vous renvoie un commentaire qui m'a été partagé par, c'est intéressant, c'est un peu ironique, par le directeur du mondial du leadership et du coaching chez Google, qui est quand même un des protagonistes de ces développements de ces technologies. Dans une conférence récente en Australie, il encourageait justement les coachs à devenir des modèles, des role models, comme on dit en anglais, et il nous propose une liste d'actions. Alors, on en fait ce qu'on en veut, hein, mais faire du développement transformationnel et non transactionnel, voire avoir une vision systémique, mieux comprendre l'art et la science, on parle de ça en l'occurrence, adopter et exploiter, et je dirais moi, je rajouterais avec du recul les nouvelles technologies, et être des modèles d'adaptabilité, on l'a été pour la majorité d'entre nous qui sont passés au coaching à distance. Voilà, je vais m'arrêter là. On a quelques réactions et j'ai mis en place vite fait un petit sondage. Est-ce que tu me permets de le lancer parce que voyons les réactions. Voilà, alors donc, un petit sondage improvisé. L'intelligence donc artificielle en lien avec le coaching, est-ce plutôt donc pour vous un défi ou des défis, l'opportunité, inquiétude ou aucune de ces réponses? Voilà, on voit un peu, on va aller prendre le pouls de ces coachs en fait finalement parce qu'on a énormément de coachs ici et ce serait intéressant de voir ce qu'ils en pensent. Pendant ce temps, je vais aller chercher quelques questions. Est-ce que l'IA pourrait remplacer un coach, nous demande Sarah. Ça dépend de ce qu'on appelle coaching, d'accord? Il y a des plateformes, des applications qui sont des applications numériques de coaching. J'en ai parlé tout à l'heure, qui sont en lien ou pas avec des humains. Mais il existe des applications qui sont purement numériques. Alors, est-ce que c'est vraiment du coaching? Quelle est la relation? C'est pour ça que je vous donnais la définition d'ICF. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect cotaire, si vous voulez. Le coaching H24, c'est quoi? En quoi le client s'approprie son engagement dans le coaching, etc. À quoi ça sert, ces applications? Ça répond à quel besoin? Mais elles s'appellent, oui, c'est du coaching numérique. Alors, voici les résultats donc du sondage. Avec 63% c'est opportunités, 55% c'est défis, 27% inquiétude et 5% aucune de ces réponses. Donc voilà, on a un peu été chercher ce que pensaient les coachs francophones du monde et je vais aller chercher encore d'autres petites réactions avant de clôturer. Donc Béatrice nous dit si la qualité du travail du coach peut être évaluée par l'IA, il serait intéressant de savoir ce que pense ICF Global en termes de certification. On nous dit, Michel nous dit, point intéressant, on imagine l'IA qui analyse le client, mais elle pourrait aussi dire au coach, attention, tu ressens quelle émotion ou tu as un geste répétitif inconscient, que se passe-t-il? Absolument, c'est une très bonne remarque parce que ça s'applique aux deux, au coach et au coaché. C'est comme quand vous êtes en supervision, un superviseur, il intègre dedans vous, le coaché, la relation entre vous deux et la relation lui-même, la relation qu'il a à vous. Enfin bon, c'est cette distanciation en permanence. Hein, c'est potentiellement ça sur des choses qui sont demandées spécifiquement, sur des opérations qui sont programmées, des observations qui sont programmées, si vous voulez. Comment comprendre la communication non verbale moyennant l'IA, nous demande Abdelkader. Alors, il y a plein de choses qui sont faites là-dessus, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a le silence, enfin ça c'est pas très compliqué à mesurer, hein. Ça se fait avec même un enregistrement audio, vous pouvez le faire. Hein. On n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour ça. Mais tout ce qui est sur la reconnaissance faciale et vocale, on a des tonnes d'informations potentielles. À nouveau, par rapport à ce qui est demandé à l'IA. L'IA, à nouveau, elle ne va vous fournir que ce que vous le demandez, comme elle va travailler sur les données pour lesquelles elle a été programmée. Alors Sylvie nous dit, pour ne pas avoir peur de l'IA, en effet, seule la définition d'une éthique appropriée peut permettre de la gérer.
Un grand merci, Edith, pour cette très belle présentation, pour cette présentation qui était également enrichissante pour le métier de coach. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul, qui a répondu à toutes vos questions techniques. Alors, Nefissa est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie en Tunisie et également présidente actuelle de l'ICF Tunisie. Alors, bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé? Bonsoir Edith, bonsoir Yotis. Oui, ça s'est très bien passé. Nous avons d'ailleurs énormément de compliments vis-à-vis du webinaire d'Edith. Alors lui vous dit bonjour Edith, bravo pour ce séminaire. Edith, c'est intéressant, merci pour ce webinaire. Alors Nicole vous dit excellente vulgarisation d'un brillant miroir entre l'origine des chalbots et les avancées de l'IA d'aujourd'hui. Clio également vous dit alors waouh, vraiment passionnant tout cela. Il reste qu'à nous interroger. Bon, des fois. Alors, on nous dit sujet très intéressant, mais difficile à suivre. On nous parle de très bonnes conférences, donne envie de s'impliquer dans la commission IA et coaching de l'ICF. Est-ce possible, nous dit Sylvie. Alors, qu'elle doit faire Sylvie pour venir rejoindre donc la commission de l'IA, Edith? Qu'elle prenne contact avec nous. On est ravis d'accueillir des membres qui ont envie de s'impliquer parce que c'est là ce que j'ai partagé, c'est mon travail, c'est le travail de mes collègues. On a commencé à travailler en 2018 quand on avait fait une première conférence à ICF France et un certain nombre d'entre nous ont décidé de se pencher plus sur la chose. Mais je vous cache pas qu'on a pris nos marques. Oui, il y a plein de choses à faire. Bien sûr. Et Nefissa, une petite question pour toi. Toi qui t'occupes de la technique, est-ce que tu auras besoin d'aide de l'IA justement pour faciliter un peu tout ça? Donc voilà, c'est une petite blague. Alors, merci d'avoir participé à ce webinaire. Vous retrouverez la présentation de ce webinaire sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. C'est là que vous retrouverez également les liens pour nos prochains webinaires. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour vos connaissances et votre utilisation sur la technique en tant que coach. Vous avez aimé ce webinaire, vous voulez nous le faire savoir et nous envoyer un peu d'ocytocine. Laissez-nous un petit pouce bleu sous la vidéo. Cela a aussi pour effet d'augmenter notre dopamine pour les prochaines fois. Alors, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Qu'avez-vous envie de partager avec notre oratrice? Mettez tout cela en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Edith, je te laisse le mot de la fin. D'abord, grand merci Yotis de nous avoir donné à la commission cet espace pour partager avec vous tous et vous toutes. Et puis moi, mon mot de la fin, écoutez, on est tous acteurs dans tout ça, au niveau individuel, collectif, sociétal, etc. Et qu'on a des choix. On peut choisir, on peut influencer, utilisant notre pouvoir d'influence. Et on y va avec vous. Merci Edith. Merci Nefissa. Au revoir. Au revoir.